Ma mère a essayé de donner ma chambre principale à mon frère fraîchement marié. Dans la maison que j'ai achetée avec mon propre argent. Ma mère a essayé de donner ma chambre principale à mon frère fraîchement marié. Salut les amis, vous avez une seconde? C'est rapide pour vous, mais cela signifie vraiment beaucoup pour la chaîne. Très bien, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Publication initiale. Je n'aurais jamais pensé écrire une de ces publications, mais me voici à 2 heures du matin, assise dans ce qui était autrefois la chambre d'amis de ma propre maison, me demandant si je suis déraisonnable ou si ma famille a complètement perdu la tête. Je suis une hygiéniste dentaire de 29 ans qui a acheté sa première maison il y a 18 mois. Je m'appelle Mélanie. Ce n'est rien d'extraordinaire. Une modeste maison de plain-pied avec 3 chambres dans un quartier calme, mais c'est la mienne. J'ai économisé pendant 6 ans, en faisant des heures supplémentaires et en travaillant dans des cliniques le week-end, vivant de nouilles instantanées et de rêve d'avoir mon propre espace. Quand j'ai finalement eu les clés, j'ai littéralement pleuré dans le salon vide, submergé par le fait de l'avoir vraiment fait. La maison avait besoin de travaux, et j'ai passé chaque instant et chaque dollar de libre à la rénover. J'ai refait les parquets moi-même, en regardant des tutoriels sur YouTube jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. J'ai peint chaque mur, installé de nouveaux luminaires et transformé la chambre principale en mon sanctuaire personnel. Elle dispose d'une salle de bain attenante que j'ai rénovée avec des carreaux de métro et une pomme de douche à effet de pluie. Ma seule vraie folie. Cette pièce représente tout ce pourquoi j'ai travaillé. Mon jeune frère s'est marié il y a 3 semaines. Il a 24 ans, travaille dans le support informatique, et a épousé sa petite amie depuis 2 ans, qui travaille comme réceptionniste dans une agence immobilière locale. Ils sont adorables ensemble, vraiment amoureux, et j'étais sincèrement heureuse pour eux au mariage. Ils vivaient dans un studio de l'autre côté de la ville, joignant à peine les 2 bouts avec leurs revenus combinés. Le lendemain de leur retour de lune de miel, un long week-end au bord d'un lac voisin, ma mère m'a appelé. Elle a commencé par des banalités sur le mariage, à quel point tout était beau, à quel point mon frère avait l'air heureux. Puis elle a lâché la bombe. Alors, à propos de la situation des chambres, a-t-elle dit, comme si nous avions une conversation en cours sur les situations de chambre. Tu devras déplacer tes affaires dans la chambre d'amis ce week-end. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Ton frère et sa femme ont besoin de la chambre principale. Les jeunes mariés ont besoin de cet espace romantique, de l'intimité de la salle de bain attenante. Tu es célibataire, ma chérie. Tu n'as pas besoin de tout cet espace juste pour toi. Je suis restée assise là, le téléphone collé à mon oreille, incapable de formuler des mots. Ma mère a pris mon silence pour un accord et a continué à exposer le plan qu'elle avait apparemment élaboré depuis des semaines. Mon frère et sa femme emménageraient dans ma maison, dans ma chambre principale, le temps qu'ils se remettent sur pied financièrement. La chambre d'amis serait parfaite pour moi, puisque je ne fais qu'y dormir de toute façon. Elle leur avait déjà dit que j'avais accepté cet arrangement. Maman, ai-je finalement réussi à dire. C'est ma maison. Je l'ai achetée. Je paie l'hypothèque. Exactement, a-t-elle répondu, comme si j'avais prouvé ce qu'elle avançait. Tu as tout cet espace, et la famille est de la famille. Ne sois pas égoïste. Ton frère a besoin de ça. La conversation a dégénéré à partir de là. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais pas accepté cela, qu'il ne pouvait pas simplement décider de faire emménager des gens dans ma maison, que la chambre principale était ma chambre. La réponse de ma mère a été de remettre en question mes valeurs, mon engagement envers la famille et mes priorités en tant que femme non mariée, occupant un espace destiné à une vraie famille. Elle a terminé l'appel en disant qu'ils emménageraient samedi et que je devrais avoir la décence de rendre la chambre présentable pour eux. C'était il y a 3 jours. Depuis, j'ai reçu de multiples textos de divers membres de la famille. Ma tante dit que je suis matérialiste. Ma grand-mère m'a rappelé que les bonnes filles se sacrifient pour leur famille. Mon frère a envoyé un seul message. Merci pour ça. Maman a dit que tu étais d'accord. Je lui ai répondu par texto en expliquant que je n'avais pas été consulté et que je n'étais pas à l'aise avec l'arrangement. Sa réponse. Maman a dit que tu étais juste modeste. Elle sait que tu veux nous aider. La chambre principale sera parfaite pour nous pour commencer notre vie de mariés. Hier, ma mère s'est présentée chez moi avec un mètre ruban et des échantillons de tissu. Elle est entrée dans ma chambre et a commencé à planifier où iraient les meubles de mon frère,
discutant du fait qu'il devrait repeindre parce que le gris doux que j'avais choisi était trop féminin pour un couple marié. Maman, arrête, ai-je dit. Il n'emménage pas ici. C'est ma chambre dans ma maison. Elle s'est tournée vers moi avec un regard de dégoût. Je t'ai mieux élevé que ça. Ton frère est en difficulté, fraîchement marié, et tu as 3 chambres rien que pour toi. Quelle sorte de sœur refuse d'aider? Quelle sorte de fille accumule de l'espace alors que sa famille a besoin d'aide? Elle est partie furieuse, mais non sans m'informer qu'elle leur avait déjà donné mon adresse pour leur réexpédition de courrier et qu'ils avaient loué un U-Haul pour samedi matin. J'ai l'impression de devenir folle. C'est ma maison. Je travaille 50 heures par semaine. Je paie mon hypothèque. J'entretiens cet endroit. Mais tout le monde agit comme si j'étais une sorte de monstre pour ne pas vouloir céder ma chambre, la chambre de la maison que j'ai achetée, à mon frère et à sa femme. Le pire, c'est que je commence à douter de moi. Peut-être que je suis égoïste. Peut-être que les jeunes mariés ont plus besoin de cet espace. Peut-être que je devrais simplement accepter qu'en tant que sœur aînée, la célibataire, celle qui a sa vie en main, je devrais me sacrifier pour eux. Mais chaque fois que j'entre dans ma chambre avec la couleur de peinture que j'ai choisie, les meubles pour lesquels j'ai économisé, la salle de bain que j'ai rénovée de mes propres mains, je ressens une vague de colère. J'ai travaillé pour ça. Je l'ai mérité. Pourquoi devrais-je y renoncer? Parce que mon frère a décidé de se marier avant d'atteindre la stabilité financière? Ai-je tort ici? L'obligation familiale devrait-elle l'emporter sur les limites personnelles lorsque l'on est propriétaire de sa propre maison? Parce que pour l'instant, samedi approche à grands pas et je ne sais honnêtement pas ce que je vais faire quand ce U-Haul se présentera à ma porte. Je voulais remercier tous ceux qui ont répondu à ma publication originale. Vos commentaires m'ont donné le courage de faire ce qui s'est passé ensuite. Bien que cela ne se soit pas tout à fait déroulé comme prévu. Samedi matin est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. J'avais passé les jours depuis ma publication à lire chaque commentaire, à faire des recherches sur les droits des locataires, même s'ils ne seraient pas techniquement des locataires, et à m'entraîner à ce que je dirais lorsque le U-Haul arriverait. Ma meilleure amie de l'école dentaire est venue vendredi soir pour un soutien moral. C'est elle qui m'a ouvert les yeux sur ce que c'était vraiment. Il ne s'agit pas de la famille qui est de la famille, a-t-elle dit, en faisant défiler à nouveau les textos de ma mère. C'est de l'abus financier. Ta mère essaie de redistribuer de force tes biens à ton frère. Elle instrumentalisait l'obligation familiale pour te voler ton espace, ta vie privée et, honnêtement, ta dignité. Entendre cela qualifié d'abus financier a eu un effet différent. Elle avait raison. Ce n'était pas une demande d'aide. C'était une tentative coordonnée de prendre ce que j'avais gagné et de le donner à quelqu'un d'autre parce que ma mère avait décidé que mon statut de célibataire me rendait moins méritante. Mes amis sont restés pour la nuit et nous buvions toutes les deux du café dans ma cuisine lorsque nous avons entendu le U-Haul arriver à 8 heures du matin précise. Par la fenêtre, je pouvais voir mon frère, sa femme, ma mère et, étonnamment, mon père, qui était resté silencieux pendant toute cette épreuve. Je les ai accueillis à la porte, mon ami se tenant derrière moi pour me soutenir. Bonjour, a dit mon frère joyeusement, complètement inconscient de la situation. Nous avons apporté des beignets pour fêter ça. Il n'y a rien à fêter, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Vous n'emménagez pas. Le silence était assourdissant. Le visage de ma mère est passé de la confusion à la fureur en quelques secondes. Nous en avons discuté, siffla-t-elle. Arrête de faire une scène et aide ton frère à déplacer ses affaires. Non, vous en avez discuté. Vous avez fait des plans pour ma maison sans mon consentement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La femme de mon frère avait l'air sincèrement confuse. Mais votre mère a dit que vous aviez offert. Elle a dit que vous aviez insisté pour que nous prenions la chambre principale parce que les jeunes mariés ont besoin de cet espace. C'est là que j'ai réalisé toute l'étendue de la manipulation de ma mère. Elle leur avait menti à eux aussi. Je n'ai jamais rien offert, ai-je dit, en regardant directement mon frère. Le visage de mon frère est devenu pâle. Maman a dit que tu étais juste modeste, que tu voulais vraiment aider, mais que tu ne voulais pas avoir l'air de te vanter d'avoir une maison. Elle a mesuré ma chambre pour vos meubles en me disant que j'étais une mauvaise fille de ne pas vouloir la céder, ai-je continué. Elle m'a dit que les femmes célibataires n'ont pas besoin de chambre principale. Ma belle-sœur avait l'air mortifiée. Nous pensions que c'était votre idée.
Votre mère a fait croire que vous étiez enthousiaste à l'idée de nous aider, que vous aviez insisté pour nous donner la chambre principale à cause de la salle de bain attenante. Ma mère a essayé d'intervenir, mais mon père, calme, stable, a finalement pris la parole. Assez. Tout le monde s'est figé. Tu m'as dit que notre fille avait offert de l'aide, a-t-il dit à ma mère. Tu as dit que c'était son idée. Puis il s'est tourné vers moi. Je suis désolé. Si j'avais su ce qui se passait vraiment, je ne serais jamais venu ici aujourd'hui. La scène qui a suivi a été laide. Ma mère a fulminé contre les enfants ingrats, sur le fait que je détruisais le mariage de mon frère en étant égoïste, sur le fait qu'avoir une maison que je ne pouvais pas remplir avec une famille était du gaspillage. Elle a dit des choses que je ne répéterai pas ici. Des choses qui m'ont profondément blessé sur mon statut de célibataire, mes priorités, ma valeur en tant que femme non mariée. Mon frère et sa femme se tenaient là, choqués, tandis que ma mère révélait ses véritables sentiments sur mes choix de vie, ma valeur et mon droit à ma propre propriété. Finalement, mon frère s'est avancé. Maman, arrête. Arrête. Il s'est tourné vers moi. Je suis vraiment désolé. Nous n'aurions jamais. Si nous avions su que tu n'avais pas offert, nous n'aurions jamais accepté cela. Sa femme pleurait. Nous pensions que vous étiez généreuse. Nous avions même parlé de la façon dont nous vous paierions un loyer une fois que nous aurions de meilleurs emplois, de la façon dont nous aiderions à l'entretien de la maison. Nous n'avons jamais voulu vous prendre quoi que ce soit. Mon ami s'est alors avancé. Je pense que tout le monde doit partir maintenant. C'est toujours sa maison, et vous êtes tous en train de violer une propriété privée à ce stade. Ma mère m'a insulté de plusieurs noms, m'a dit que j'étais morte pour elle, et est partie en trombe vers la voiture. Mon père a suivi, mais pas avant de me serrer l'épaule et de me murmurer, « Tu as fait ce qu'il fallait. Je vais m'occuper de ta mère. » Mon frère et sa femme se sont excusés abondamment. Ils étaient sincèrement horrifiés par la situation. Alors qu'ils partaient, mon frère a dit quelque chose qui m'est resté. Maman a toujours fait ça, n'est-ce pas? Prendre des décisions pour nous et prétendre que nous étions d'accord. Oui. Oui, elle l'avait fait. Mise à jour 2. 3 semaines plus tard. Les retombées de l'incident du hall ont été plus intenses que je ne l'avais prévu, mais aussi plus révélatrices. Pendant la première semaine, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de ma mère, pas de texto culpabilisant de la part de la famille. C'était étrange, mais paisible. J'ai passé ce temps avec mon ami de l'école dentaire qui m'a offert quelque chose d'inattendu. Je sais que tu traverses beaucoup de choses, a-t-elle dit pendant le déjeuner ce mardi-là, mais je veux que tu saches que tu as des options. Mon appartement a une chambre de libre. Si rester dans ta maison devient trop difficile avec tout ce drame familial, tu peux rester avec moi le temps de trouver une solution. J'ai failli pleurer devant sa gentillesse, mais j'ai aussi senti quelque chose changer en moi. Je ne quitte pas ma maison, ai-je dit, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Je travaille trop dur pour elle. Si quelqu'un doit être mal à l'aise, ce sont les gens qui ont essayé de me la voler. Elle a souri. Bien, mais l'offre tient si tu as besoin d'espace pour réfléchir. Ce week-end-là, mon frère a appelé. Il a demandé si nous pouvions nous retrouver pour un café. Juste nous deux. J'ai accepté, curieuse de ce qu'il avait à dire. Il avait l'air épuisé quand il est arrivé et a immédiatement commencé à parler. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, a-t-il dit. À ce que tu as dit, que maman prenait toujours des décisions pour nous et prétendait que nous étions d'accord. Tu as raison. Elle l'a fait avec ma spécialisation à l'université, avec mes candidatures d'emploi, même avec ma demande en mariage à ma femme. Que veux-tu dire? Ai-je demandé. Maman m'a dit que ma femme attendait une demande en mariage pour notre 2e anniversaire. Elle a dit qu'elle laissait des indices que j'étais trop inconscient pour voir. Il a secoué la tête. Ce n'était pas le cas. Nous avions en fait discuté d'attendre une autre année pour économiser de l'argent, mais maman m'a convaincu que je la perdrais si je ne faisais pas ma demande immédiatement. Le schéma devenait plus clair. Notre mère avait manipulé nos vies pendant des années, créant de faux récits pour nous faire danser à sa guise. Elle m'a dit que tu avais des difficultés avec les paiements de la maison, a-t-il continué. Que tu étais trop fier pour demander de l'aide, mais qu'emménager serait en fait t'aider en te donnant un revenu locatif. Je n'ai jamais manqué un seul paiement, ai-je dit.
Je suis même en avance sur mon hypothèque. Il a ri amèrement. Bien sûr que tu le es. Tu as toujours été la responsable. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand maman a dit que tu avais besoin de notre aide. Nous avons parlé pendant 2 heures. Il m'a raconté comment lui et sa femme s'étaient disputés après l'incident, pas l'un avec l'autre, mais sur ce qu'il fallait faire. Ils avaient signé un bail pour un nouvel appartement le lendemain de l'incident du hall, épuisant leurs économies pour la caution parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'idée qu'ils avaient presque volé ma maison, même sans le savoir. Nous devons nous débrouiller seuls, a-t-il dit. Ma femme et moi avons réalisé que si nous avions emménagé dans ta maison, maman aurait contrôlé nos vies encore plus. Elle nous l'aurait reproché pour toujours, l'aurait utilisé pour nous manipuler tous. J'ai posé des questions sur la pression familiale, les proches qui me traitaient d'égoïste. Le plus drôle à ce sujet, a-t-il dit avec un sourire ironique. Quand ma femme a appelé sa sœur pour se plaindre de la situation, sa sœur a dit que maman l'avait appelé il y a des semaines pour leur demander s'ils avaient de la place pour nous. Quand ils ont dit non, maman a apparemment répondu « Ne vous inquiétez pas. » La situation a été réglée. Il a secoué la tête. Elle planifiait ça depuis des mois. La manipulation était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Ma mère avait essayé plusieurs pistes pour loger mon frère et sa femme. Et quand celles-ci ont échoué, elle m'a ciblé, sachant que j'étais la seule à avoir de l'espace et comptant sur ma culpabilité pour que cela se produise. Mon frère et moi avons fait un pacte ce jour-là. Nous vérifierions tout ce que notre mère nous disait l'un sur l'autre. Plus question de la croire sur parole sur ce que l'autre pensait ou ressentait. C'était une triste nécessité, mais une nécessité néanmoins. La dynamique familiale a radicalement changé après que mon frère et moi ayons comparé nos notes. Nous avons créé une conversation de groupe juste pour nous deux et sa femme, qui est devenue un espace sûr pour vérifier les affirmations de notre mère. C'était éclairant et déchirant. En 2 semaines, nous avions découvert plus de mensonges que l'un ou l'autre d'entre nous n'aurait pu l'imaginer. Elle m'avait dit que mon frère pensait que je me vantais avec l'achat de ma maison. Elle lui avait dit que j'avais dit que son mariage était précipité et voué à l'échec. Elle avait dit à sa femme que je lui en voulais de m'avoir enlevé mon petit frère. Elle m'avait dit que sa femme pensait que j'étais pathétique d'être célibataire à 29 ans. Rien de tout cela n'était vrai. Nous avions vécu avec ces faux ressentiments pendant des années, soigneusement orchestrés par notre mère pour nous maintenir à une distance suffisante pour que nous ne comparions jamais nos notes. Ma belle-sœur m'a envoyé un long message un soir. Je me suis toujours demandé pourquoi tu semblais froide avec moi alors que ton frère disait que tu étais si enthousiaste à propos de notre relation. Maintenant je sais que tu n'étais pas froide. Tu réagissais à des mensonges à mon sujet, tout comme je réagissais à des mensonges à ton sujet. Nous nous sommes retrouvés tous les 3 pour dîner dans leur nouvel appartement. Il était petit mais confortable, et il semblait sincèrement heureux. Mon frère a cuisiné quelque chose que je ne savais même pas qu'il pouvait faire tandis que sa femme me faisait visiter leur espace avec une fierté sincère. Ce n'est pas grand-chose, a-t-elle dit. Mais c'est à nous. Personne ne peut nous le prendre ou nous faire sentir coupables de l'avoir. Je comprenais parfaitement ce sentiment. Pendant le dîner, mon frère a révélé quelque chose d'important. Papa m'a appelé hier. Lui et maman se disputent depuis l'incident du hall. Il la pousse à suivre une thérapie, individuelle ou de couple. Les deux, apparemment, a-t-il ajouté. Il lui a dit que leur mariage en dépendait. A dit qu'il ne peut pas rester avec quelqu'un qui manipule ses enfants comme elle le fait. C'était choquant d'entendre que notre père si doux avait pris une telle position. Mais cela m'a aussi donné de l'espoir. Peut-être que les choses pouvaient changer. Ma belle-sœur a ensuite partagé sa propre observation. Ta mère m'a appelé la semaine dernière en pleurant. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi ses enfants s'éloignaient, qu'elle n'avait toujours essayé que d'aider. Que as-tu dit, ai-je demandé. Je lui ai dit la vérité. Que son aide a failli détruire mon mariage avant même qu'il ne commence. Que nous étions si stressés de répondre à ses attentes et aux mensonges qu'elle racontait que nous nous disputions constamment. Déménager dans notre propre logement, même si c'est petit et que nous sommes fauchés, nous a sauvés. Elle ne l'a pas bien pris, a ajouté mon frère, nous a traités d'ingrats. A dit que nous reviendrions en rampant quand nous réaliserions à quel point la vie est vraiment dure. Mais voilà le truc, a poursuivi sa femme, la vie est dure. Nous mangeons du riz et des haricots 3 soirs par semaine. Nous ne pouvons pas nous permettre de sortir.
Nous prenons des heures supplémentaires partout où nous le pouvons, mais nous le faisons ensemble, sans manipulation, sans culpabilité, sans que quelqu'un d'autre ne tire nos ficelles. Et cela rend les choses plus faciles, a-t-elle dit doucement, pas plus difficiles. Mise à jour finale 3 mois après la publication initiale. J'écris cette mise à jour finale depuis ma chambre principale, où je viens de finir d'installer de nouveaux rideaux occultants. C'est une petite victoire, mais elle est symbolique de tout ce qui a changé. Il y a 3 mois, j'étais prête à abandonner cette pièce, cet espace pour lequel j'avais travaillé si dur parce qu'on m'avait appris à croire que mes besoins passaient en dernier. Maintenant, non seulement je garde ma chambre, mais j'investis même davantage pour la faire mienne. La transformation de notre famille a été remarquable et douloureuse à parts égales. Ma mère a commencé une thérapie, bien qu'il ait fallu que mon père emménage dans l'ancienne chambre de mon frère pendant 2 semaines pour que cela se produise. Selon mon père, qui m'appelle désormais chaque semaine, ce qu'il ne faisait jamais auparavant, elle commence lentement à comprendre le concept de limite et les dommages que sa manipulation a causés. Son thérapeute a utilisé le terme enchevêtrement. Il m'a dit la semaine dernière, elle croyait sincèrement aider en prenant des décisions pour vous, les enfants. Dans son esprit, elle savait mieux. Alors pourquoi n'arrangerait-elle pas les choses? Il ne lui est jamais venu à l'esprit que vous aviez le droit de faire vos propres choix, même si elle n'était pas d'accord avec eux. Mon frère et sa femme s'épanouissent dans leur indépendance. Oui, ils ont des difficultés financières, mais ils construisent quelque chose ensemble. La semaine dernière, ils m'ont invité à dîner pour fêter sa promotion. Une petite augmentation, mais entièrement méritée par ses propres moyens, sans l'ingérence de notre mère. Tu sais quelle est la meilleure partie, a dit sa femme, en levant son verre de vin bon marché que nous buvions. Quand nous réussissons ou échouons, c'est à nous. Personne ne peut s'attribuer le mérite de nos victoires ou nous sauver de nos pertes. C'est terrifiant et libérateur à la fois. Mon frère a hoché la tête. Vivre de manière indépendante ces 3 derniers mois a rendu notre mariage plus fort que les 2 années entières où nous sommes sortis ensemble. Nous sommes de vrais partenaires maintenant, pas des marionnettes dans le spectacle de maman. La famille élargie a été divisée. Certains parents pensent toujours que je suis égoïste, que la famille devrait toujours passer en premier. Mais d'autres m'ont contacté en privé, partageant leurs propres histoires de la manipulation de ma mère au fil des ans, des choses qu'ils avaient été trop polis pour mentionner auparavant. Ma tante a appelé le mois dernier. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. Quand je t'ai traité de matérialiste, je répétais ce que ta mère m'avait dit. J'aurais dû te parler directement. C'est de ma faute. Ces conversations ont été curatives, mais aussi tristes. Nous réalisons tous à quel point le comportement de ma mère a façonné nos dynamiques familiales. Combien de relations ont été endommagées par ces drames fabriqués? Le plus grand changement, cependant, a été en moi. J'ai commencé à voir un thérapeute moi-même, travaillant sur des années d'entraînement à me mettre en dernier. Elle m'aide à comprendre qu'avoir des limites n'est pas égoïste, que posséder de belles choses que j'ai gagnées n'est pas matérialiste, et qu'être célibataire à 29 ans ne me rend pas moins digne de respect ou d'espace. Ta mère a instrumentalisé ton empathie contre toi, a expliqué ma thérapeute. Elle savait que tu te souciais de ta famille, alors elle a fait en sorte que se soucier signifie renoncer à tout ce pour quoi tu avais travaillé. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. La semaine dernière, ma mère a demandé à me rencontrer pour un café. C'était la première fois que nous nous parlions en personne depuis l'incident du hall. Elle avait l'air plus âgée, fatiguée, mais aussi en quelque sorte plus douce. J'apprends ce que sont les limites en thérapie, a-t-elle commencé, clairement préparée, mais sincère. Je suis censé m'excuser sans attente, alors voilà. Je suis désolé. J'ai essayé de donner ta maison. J'ai menti à toi et à ton sujet. Je t'ai traité comme si ta vie avait moins de valeur parce que tu n'es pas marié. J'avais tort. Je suis resté assise avec ça un moment. Merci, ai-je dit finalement. J'apprécie les excuses. Je suis aussi censé te dire que je travaille à respecter ton autonomie, a-t-elle continué. Cela signifie ne pas prendre de décision pour toi, ne pas supposer que je sais ce qui est le mieux, et ne pas te traiter différemment parce que tu es célibataire. Ce n'était pas parfait. Elle dérapait encore parfois, faisait des commentaires sur mes choix de vie qui piquaient. Mais elle se rattrapait plus souvent qu'autrement, et c'était un progrès. Puis-je te poser une question? Ai-je dit alors que nous partions? Pourquoi ma chambre? Pourquoi était-ce si important?
Elle a réfléchi un long moment. Je pense que je voyais ton succès comme quelque chose qui devait être partagé. Tu avais plus que ton frère, donc évidemment tu devais le lui donner. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que tu l'avais mérité, que c'était à toi de décider quoi en faire. Dans mon esprit, les ressources familiales étaient communautaires, et je ne faisais que les distribuer équitablement. Mais ce n'était pas des ressources familiales, ai-je dit. C'était ma ressource, ma maison, ma chambre. Je le sais maintenant, a-t-elle dit doucement. J'apprends à le savoir. Au moment où j'écris ceci, je prépare un dîner de famille chez moi la semaine prochaine. Le premier depuis que tout a explosé. Mon frère et sa femme viennent. Mes parents aussi. Nous essayons de construire quelque chose de nouveau, de plus sain. Ce ne sera pas facile, et il y aura probablement des revers. Mais pour la première fois, nous nous présentons tous tels que nous sommes, pas comme les personnages que ma mère nous avait assignés. Ma porte de chambre a maintenant un verrou. Je l'ai installé le mois dernier. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je le peux. Parce que c'est ma porte dans ma maison qui protège mon espace. Le verrou est un rappel que les limites ne sont pas seulement acceptables. Elles sont nécessaires. À tous ceux qui m'ont dit que je n'étais pas folle, que j'avais droit à mon propre espace, que la famille ne signifie pas sacrifier tout ce pour quoi vous avez travaillé. Merci. Vous m'avez donné le courage de tenir bon quand tout dans mon conditionnement me disait de céder. Et à toute personne dans une situation similaire, se demandant si elle est égoïste d'avoir des limites, vous ne l'êtes pas. Vos réalisations sont les vôtres. Votre espace est le vôtre. Votre vie est la vôtre. La famille peut demander de l'aide, mais elle ne peut pas exiger votre reddition. Je garde ma chambre principale. Je l'ai méritée.